Alors venons-en au contenu de la charte. Comme je vous ai expliqué, la charte de La Havane fait, selon France des paiements, comme un objectif fondamental, comme pour le plein emploi, pour atteindre la paix entre les nations. Donc l'idée, c'est que les balances de paiement doivent être équilibrées. Chaque État doit vendre autant qu'il achète. Alors s'il y a des économistes dans la salle, il y a tout de suite un problème que je veux régler, c'est l'expression balance des paiements. Parce que la balance des paiements aujourd'hui, tu es d'accord? Oui. La balance des paiements aujourd'hui, comme elle est définie par le FMI, elle est toujours équilibrée. Donc dire vouloir équilibrer la balance des paiements, ça n'a pas de sens. Mais il faut se remettre dans la situation de 1947. En 1947, la définition de la balance des paiements, c'est pas celle d'aujourd'hui. En 1947, la balance, comme il y a peu d'activités financières, la balance des paiements, c'est la balance commerciale. Donc lorsque l'on lit la charte de La Havane, à chaque fois qu'on voit marqué balance des paiements, il faut lire balance commerciale. Je sens que je suis soutenu par le camarade Gilles. Donc vous voyez, il y a deux objectifs dans la charte de La Havane, donc qui sont indiqués dans les 4 premiers articles. On n'est qu'à l'article 4, là il y en a 106, donc vous voyez qu'on en a encore pour un bout de temps. Premier objectif, le plein emploi. Deuxième objectif, équilibrer les balances des paiements. Il n'y a aucune justification économique au fait pour un pays d'équilibrer ses balances des paiements. La justification, elle est politique. On considère que pour la paix dans le monde, il faut que les balances des paiements soient équilibrées. Qu'il n'y a pas un pays qui soit trop dépendant de l'extérieur ou réciproquement qui soit trop à la merci des gens qui viennent lui exporter des produits. On pourrait d'ailleurs dire que avec l'article, les États membres chercheront à éviter les mesures qui auraient pour effet de mettre en difficulté la balance des paiements d'autres pays. Est-ce que dans ce cadre-là, l'Allemagne aurait pu pratiquer, comme elle le fait depuis 10 ou 15 ans, une politique déflationniste? Cette politique met en difficulté les balances des paiements de tous les autres pays européens. On peut se poser la question. Dans le cadre de la charte de La Havane, est-ce que cette politique déflationniste aurait été possible? Bon, je pose la question. Enfin, il faut que je suive l'heure. Hein. Ensuite, la charte de La Havane indique comment équilibrer la balance des paiements. Alors, il y a deux méthodes. La première, elle est indispensable, c'est la coopération. Pas de décision unilatérale dans ce domaine, parce que au moment de la rédaction, les gens ont le souvenir de ce qui s'est passé entre les deux guerres mondiales. Les décisions unilatérales de limitation du commerce international, les décisions unilatérales de dévaluation, tout doit être fait par la coopération. Et nous voici arrivés à l'article le plus important. C'est l'article 4.1 qui fait enfin le lien entre l'emploi et le commerce. On va le lire parce qu'il est assez abstrait et on le relira en prenant l'exemple de l'Allemagne. Si un déséquilibre interne et persistant de la balance des paiements d'un État membre, je vais le faire tout de suite, l'Allemagne, il y a un déséquilibre interne et persistant, un équilibre qui est plutôt positif, constitue un élément majeur d'une situation dans laquelle d'autres États membres, tous les autres États européens, à l'exception des Pays-Bas qui sont positifs, etc., éprouvent des difficultés à maintenir l'équilibre de leur balance des paiements et de ce fait à appliquer les dispositions de l'article 3. L'article 3, c'est dans le cadre de la souveraineté nationale, il vous appartient de réaliser le plein emploi. C'est exactement le cas en Europe aujourd'hui. L'Allemagne a un déséquilibre interne et persistant par rapport aux autres, et cette situation
empêche les autres de réaliser plein emploi dans le cadre des règles du commerce. Et donc, que dit la Charte? Et de ce fait, à appliquer les dispositions de l'article sans un recours à des restrictions du commerce. Si je ne suis pas clair, là, vous levez la main et vous dites qu'il y a un truc qui n'est pas clair, parce que ça, c'est le plus important. Tout le reste, après, ça coule tout seul. Donc, c'est cet article qui fait le lien entre le plein emploi et le commerce international. Et qui rappelle la notion de coopération, puisqu'il dit à la fin, le premier État membre contribuera pleinement au redressement de la situation, en même temps que les autres États membres intéressés prendront des mesures appropriées à cette fin. C'est l'article le plus important de la Charte de La Havane, à mon avis. C'est celui qui fait le lien entre le commerce international et l'emploi. C'est celui qui ouvre la possibilité à des restrictions du commerce. Donc, je reviens sur ce problème de restriction du commerce. Le déficit doit être persistant. Ça veut dire que, attention aux aléas, il faut que pendant plusieurs années, il y ait soit un excédent de la balance, soit pendant plusieurs années, un déficit. Et il y a deux règles qui sont indispensables pour ces restrictions du commerce. Elles doivent être négociées. Et elles doivent être également non discriminatoires entre les pays, ce qui donne sa dimension internationaliste ou universaliste à la Charte de La Havane. C'est-à-dire, si je veux limiter le commerce, je ne peux pas dire je vais limiter le commerce avec les Allemands, ou je veux limiter le commerce avec les Japonais. Si je veux limiter le commerce, je le limite avec tous les pays. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'exemple, vous dites par exemple, tiens, toujours à propos d'Allemagne, on a trop de voitures allemandes en France, on en importe trop. Donc on va limiter l'importation de voitures venant d'Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'après, il y aura moins de voitures allemandes en France? Non? Parce que les voitures allemandes, elles viennent de Pologne ou de Slovaquie. Donc vous aurez vous foutre des quotas, des taxes sur les voitures de d'Allemagne, mais des voitures allemandes, il y en aura toujours autant. Et le peu qui viennent d'Allemagne, à mon avis, ils trouveront des solutions pour les faire transiter par la Pologne et la Slovaquie. Ça veut donc dire que si vous vous dites, je veux rétablir une industrie automobile, il faut taxer toutes les automobiles que vous importez, qu'elles viennent d'Allemagne, d'Italie, du Japon, de Corée, des États-Unis. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur cet aspect-là. Je vois Viviane qui nous filme et qui fait partie du groupe de travail qui a rédigé ça. Nous avons des discussions internes sur cet aspect des choses. Donc, mais ce qu'écrit la Charte de La Havane, c'est que les restrictions de commerce ne peuvent pas être discriminatoires entre les pays. C'est ce qui lui donne, je pense, sa dimension internationaliste et universaliste. Alors, les restrictions de commerce, il y en a trois types. C'est les taxes sur les importations, les restrictions quantitatives, donc mettre des quotas d'importation, et il y a les évaluations. Pour dévaluer, il faut qu'on ait sa propre monnaie. Sinon, ou au niveau européen. J'ai combien de temps encore? Si on dit qu'on fait une demi-heure de débat, oui. Il te reste 10 minutes. Oh. On peut faire 20 minutes de débat. Il te reste 20 minutes. Non, mais ah oui, c'est vrai qu'on a commencé très en retard. Alors attendez, il va falloir que je saute des pages. Vous me permettez? Non, là la synthèse, je n'avais pas, si vous avez compris ce qu'il y avait. Des questions. Bon, alors, voilà. 2 minutes. Alors, il y a, oui, je vais faire très vite. Je vais essayer. Alors, la Charte de La Havane, la Charte de La Havane explique après quelles peuvent être les politiques commerciales pratiquées par les pays, donc de cadre général, c'est la fixée, donc le plein emploi. Non, et pas, alors ça, c'est le chapitre les chapitres les plus importants de la Charte
ça fait à peu près les 2/3 ou les 3/4 du document, et passe en vue un certain nombre de contraintes et de méthodes pour arriver. Alors, il y en a une, je vais passer très vite, mais elle est fondamentale, c'est que la charte dit que les pays doivent respecter les accords internationaux sur les conditions de travail. Il n'y a rien de ça dans l'OMC. L'OMC, il n'y a aucune obligation pour les pays sur le commerce international. Là, on dit, hop, je saute. Deuxième point aussi qui est très important, les investissements directs à l'étranger. Respect intégral de la souveraineté nationale. Un État membre a le droit de prendre toutes les mesures appropriées de sauvegarde nécessaires pour assurer que les investissements étrangers ne serviront pas de base une ingérence dans ses affaires intérieures ou sa politique nationale. Le Qatar, avec ses investissements en France, vous ne pensez pas qu'il influe, c'est une ingérence quelque part sur les affaires intérieures de la France? Et extérieures, intérieures et extérieures de la France. Deuxièmement, de déterminer s'il autorise à l'avenir les investissements étrangers et dans quelle mesure, à quelles conditions. Respect total de la souveraineté nationale pour les investissements directs étrangers. C'est quelque part quand même une remise en cause de la libre circulation des capitaux, qu'on le veuille ou non. Un point aussi très intéressant. Les États membres reconnaissent que pour faciliter l'établissement, le développement ou la reconstruction de certaines branches d'activité industrielle ou agricole, il peut être nécessaire de faire appel à une aide spéciale de l'État et que dans certaines circonstances, l'octroi de cette aide sous la forme de mesures de protection est justifié. C'est-à-dire, un État africain qui désire développer son domaine agricole ou industriel pourrait faire appel à cet article pour avoir un développement de son activité. Et en fait, cet article, ça n'est que reconnaître le bien fondé des politiques américaines et anglaises qui leur ont permis, à l'abri de protection à la fin du 19e siècle, au début du 20e, à l'abri des protections douanières, de construire des industries, et une fois qu'ils les ont construits, ils ont dit maintenant plus de barrières. Donc en fait, ils sont d'accord que c'est une bonne méthode, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Tarifs douaniers. Alors ça, c'est dans la charte de La Havane, il est indiqué que pour les tarifs douaniers, ce sont les négociations du GATT qui sont intégrées. Alors les négociations du GATT, c'est un seul objectif, réduction des tarifs et élimination des préférences tarifaires. Alors il est évident que que pour nous ça ne convient pas, parce que le GATT c'est l'OMC. Donc cet article-là, enfin c'est l'article qui traite des tarifs douaniers, à mon avis serait de notre point de vue à revoir complètement. Parce que ça revient à intégrer les accords de l'OMC dans la charte de La Havane. Je suis clair? Donc ça serait à revoir. Alors il y a donc la possibilité de restriction quantitative, comme je vous l'ai dit, et là vous avez détaillé le fait qu'il ne faut pas discriminer entre les pays. Bon, vous avez tous lu, mais bon, c'est pas... fait sous forme de diapo, c'est que je pense que si on veut avancer, il faut faire connaître à la population, parce que sinon, je veux dire, il faut qu'on change les règles du commerce international. Vous allez dire ça à la sortie de l'usine Philips de Dreux, les gars ils vous regardent, ils disent mais de quoi vous vous occupez? Nous ce qu'on veut c'est du boulot. Parce que les gens ne font pas, ils font pas le rapprochement. Ils font pas le... Alors ça sera sur le site, je sais pas, ça sera décidé ultérieurement. Bon, je sens parce qu'il faut que j'aille vite. Alors d'évaluation, réévaluation. Alors là aussi il y a un problème, puisque tout ça, ils sont pour, ils sont pas opposés, mais ça doit se faire en plein accord avec le FMI. Ah merde, on quitte le FMI. Puis en plus, tous les dévaluations, révélations pour la France, c'est compliqué. Donc, vous voyez là, ça c'est un truc à revoir complètement dans la charte, puisque nous on veut qu'on retrouve notre propre monnaie, qu'on veut sortir du FMI, et donc tout n'est pas, il y a des choses à voir quand même. Alors, il y a aussi là
la Charte de la Havane reconnaît que les produits de base de l'agriculture, des minerais, ne peuvent pas être traités comme tous les autres produits, qu'ils méritent des traitements spécifiques. Alors, ils définissent ce qu'est un produit de base, l'article 56.1, et ils essayent de détailler ce que peut être le contenu d'un accord spécifique sur les produits de base. Empêcher ou modérer les fluctuations de prix, prévenir leur épuisement inconsidéré et assurer une répartition équitable. C'est assez en avance sur son temps tout ça. Bon, je sais pas, on est en 47. Hein. Ils ont conscience de possibilités de spéculation sur les produits de base, ce qu'on a connu par la suite. Donc, ça, je pense que c'est à garder, peut-être à préciser dans une actualisation, mais je pense que c'est très important. Le dumping. Alors bien sûr, la Charte de la Havane dit que vous avez pas le droit les pays n'ont pas le droit de faire du dumping. Et si jamais ils font du dumping, vous avez le droit de pratiquer des taxes anti-dumping. Le problème, c'est que la définition du dumping en 1947, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. En 1947, le dumping, ça veut dire la chose suivante. Vous fabriquez un produit, cette montre. Sur votre marché, à vous, cette montre, elle vaut 100 €. Vous la vendez 90 € à l'extérieur, dumping 10 €. C'est simplement la différence de prix que vous pratiquez entre le marché intérieur et le marché extérieur. Ça ne prend absolument pas en compte les conditions sociales, politiques, économiques dans lesquelles votre produit a été fabriqué. Donc ça n'est pas une prise en compte du dumping social, du dumping fiscal. C'est simplement le constat que vous ne pratiquez pas le même prix sur le marché intérieur et sur le marché extérieur. Alors il y a aussi ce qui s'appelle les droits compensatoires. C'est simplement s'il y a des subventions pour l'exportation, vous avez la possibilité de mettre en place des droits compensatoires à la subvention qui est pratiquée par le pays. On en a fini avec les 135 pages de la Charte de la Havane. Bravo. Bravo.